Est-ce que vous avez déjà par le passé eu des doutes, eu des interrogations sur son comportement ou un quelconque penchant pour des jeunes filles plus jeunes que vous ne l'étiez quand il vous a rencontré? Alors c'est vrai qu'il était particulièrement obnubilé par la virginité et par la pureté. En particulier quand on croisait des jeunes filles de 12-16 ans, il les regardait avec un appétit particulier. Après, il y a d'autres choses qui me sont remontées à la mémoire, et notamment une chose qui m'avait particulièrement troublée quand Camille était encore bébé, au moment du change, qu'il avait sorti une réflexion. Enfin, ça me semblait bizarre qu'on puisse sortir une réflexion pareille quand son enfant est nu. Et puis donc il regardait la partie génitale de Camille et puis il disait mais comment c'est possible, c'est si petit, comment c'est possible que des malades mentaux puissent mettre leur sexe là-dedans. Et moi je veux dire, ça ne me serait jamais venu à l'idée de sortir une réflexion pareille quand on est en train de regarder son enfant, quoi. Comme vous pouvez le constater, le parent protecteur peut avoir les preuves de la déviance pédocriminelle du conjoint dénoncé par l'enfant. Rien n'arrête l'inquisition. Dans l'affaire dite des CD-ROM de Zandvoort, rappelons que Patricia Poupart avait reconnu son petit garçon d'à peine 2 ans, sodomisé par son géniteur, Alain Flèche, et que les photos faisaient partie du dossier pénal, clos par un non-lieu pour absence de preuves par la juge Danielle Ringot. Finissons ce chapitre par une compilation de quelques-unes des autres interviews interdites qui constituaient le cœur d'un travail de démonstration qui a déclenché, contre nous aussi, les foudres de l'Inquisition. Le cadre de l'affaire qui nous occupe, malheureusement, c'est probabilité de viol sur la petite Loli Rose, donc par son géniteur, c'est bien ça? C'est ça. Là, elle m'a dit que pendant que son frère lui mettait les doigts dans le kiki, dans le cul, sur le canapé, son grand-père était assis à côté. Voilà, un des symptômes qui a commencé très tôt aussi, c'est sur la table à langer, je ne pouvais plus la toucher. Dès que je commençais à approcher la main, elle donnait un grand coup de pied très brusquement. Voilà, elle se cabre, elle se met en colère et elle essaie de m'attraper la main, puis elle me dit attache ma jambe, attache mes mots, donc oui. Pas par le Jacques, mais par la juge des enfants. Oui, ok. Pardon. Donc la juge des enfants avait que pour la petite, il fallait, puisque j'étais dangereuse, entre guillemets, pour ma fille, puisque je continuais de lui véhiculer un discours de suspicion d'abus sexuels. Alors en fait, vous êtes parfaitement conscient de ce qu'elle est très probablement en train de subir à l'heure actuelle. Vous avez autre chose que vous souhaiteriez dire? Que tout ça maintenant, il va falloir que ça s'arrête, qu'il va falloir que tous ces gens-là de la justice et des pouvoirs politiques, ils rendent des comptes. Et ce jour-là, il va arriver. Il va arriver ce jour-là. Ah, si on ne fait rien, il n'arrivera pas tout seul. Bonsoir. Alors dans le cadre de l'enquête que nous sommes en train de faire sur les problèmes des mamans qui sont prises sous le rouleau compresseur du terrorisme d'État pour protéger le grand réseau pédophile, c'est un terme que je n'aime pas trop, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre affaire et commencer par vous présenter, s'il vous plaît?
Bonjour, je m'appelle Véronique Tizy, je suis la maman de 3 enfants que je n'ai pas vus depuis 8 ans. Parce que j'ai dénoncé en 2003 le viol de ma fille Laura par son père lui-même. Un an après, en fait, les enfants ont été restitués à leur père. Donc, moi j'ai déposé une plainte, elle a été classée sans suite en 15 jours. Petite Laura, est-ce qu'elle a été entendue par les enquêteurs dans le cadre de la procédure Mélanie? C'est-à-dire entendue dans un bureau adapté avec une caméra vidéo? Avec une caméra vidéo, non. Ils ont vu Laura un petit quart d'heure. On m'a dit que c'était dans la procédure. Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Celui qui... Et c'est là-dessus que le procureur, donc, Procureur Emo. procureur Emo de Montbrison, s'est basé pour rendre un non-lieu. Exactement. Et les conclusions du psychiatre ont été de dire que c'était moi qui étais malade, donc c'était moi qui avais besoin de soins, j'avais besoin d'être internée. Et La première, vous étiez je déjà suis juste extrêmement dangereuse, je suis malade, je ne sais pas de quoi, mais je suis dangereuse. C'est à partir de là que les choses ont commencé à se retourner contre vous. Voilà. À partir de cette expertise. Exactement. Les enfants ont été rendus au père. Donc je suis parti le 8 mars 2003, les enfants ont été rendus au père le 5 mars 2004. Bernadette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette interview. Mes 3 enfants ont été placés. Et je me bats à l'heure actuelle pour surtout protéger mes 2 filles, les 2 dernières. En général, les appels se passent bien, contrôlés. Oui, allô, bonjour, c'est Madame Perriot. Naomi? Oui, Madame Perriot, c'est Sylvie. Qu'est-ce qui se passe? Naomi? 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 Naomi, tu sais que je vais t'envoyer un colis? Naomi? Ma chérie, Bon, tu es contente de m'avoir? Vas-y, ma chérie, va. Naomi? Ma Naomi, je suis là, chérie, tu le sais. Alors le cadre dans lequel nous sommes, c'est la petite fille, donc votre petite fille qui s'appelle Stacy et qui subirait, appelons un chat, des violences judiciaires ou assimilées. Oui. Tout à fait. Et qui fait que donc Ouais. vous êtes dans une situation qui est des plus pénibles. En fait, elle arrive un dimanche soir d'un week-end de chez... Alors je dis, comment ça t'as mal à la main? Oui, papa il m'a frotté. Alors je dis à Sonia, écoute Sonia, viens voir ce qu'elle raconte la petite. Qu'est-ce qui t'a fait, papa? Donc elle me montre, avec la paume de la main, que soi-disant son papa, moi c'est ce que la petite a dit, c'est pas moi, que le papa l'a frottée, parce qu'elle était effectivement rouge au niveau du pubis, juste rouge. Et donc voilà le certificat. Voilà le certificat du Voilà. médecin légiste, Voilà. ce qu'il a constaté. Voilà. Donc voilà le certificat. Qui Donc dit il marque à un moment donné, lors de notre interrogatoire, mené sous forme de jeu, l'enfant admet que son père lui caressait la vulve et spontanément a mimé sur le divan d'examen des manœuvres masturbatoires qu'elle aurait subies. D'accord. Donc c'est le médecin légiste qui dit. Oui. De l'avocat, il avait fait référence à Outreau. C'est C'était la en même même temps époque. l'affaire d'Outreau, où il mettait là l'enfant, la parole de voix de l'enfant en l'enfant. doute. Donc suite à ça, et ça a été classé sans suite.
Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, le problème, donc, comme tous les autres dossiers auxquels vous êtes associé, on va dire, dans ce document-là, traite donc de l'imposture judiciaire concernant des parents protecteurs et des petits témoins qui essayent de réclamer de la part de leurs parents protecteurs justice et protection. Et c'est tout d'abord en changeant un petit peu mes habitudes à la maison que je me suis rendu compte que ma fille avait les fesses esquintées et elle n'avait pas 2 ans. Mon fils il allait avoir 4 ans. Alors qu'il ne prenait pas son petit déjeuner, il m'a répondu quand papa il joue avec Anaël, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et elle rigole, elle. Et là, je me suis dit qu'il était peut-être concerné. Et je lui dis, et toi? Et il m'a dit, et moi, ça ne me fait pas rigoler du tout. Ça me fait vomir. Le petit de 4 ans vous a dit ça. Dans un premier temps, le premier médecin m'a dit, mais vos enfants sont tout petits, vous délirez? Ah. Donc, il a été écrit plus tard que cette fissure anale était due à de la constipation. Et que la dilatation anale que j'ai vue sur ma fille serait due à une malformation génétique. Il a avoué avoir commis des actes de pédophilie. Aux gendarmes? Aux gendarmes. À l'occasion de sa mise en garde à vue? Oui. Le demi-frère, il m'a confirmé qu'il avait bien été violé. Et pour la petite Caroline, j'ai appelé ses parents qui effectivement m'ont appelé et ça a été confirmé aussi, quoi. Donc à la question en garde à vue, le gendarme lui demande « Est-ce que vous avez fait un cunnilingus à la petite Caroline alors âgée de 6 ans ?» La réponse de monsieur c'est « Je vais dire peut-être ». Et là, la garde à vue s'arrête. Donc vous me disiez... Et donc en fait, le président de la cour d'appel qui ne veut rien faire et qui m'a écrit que de toute façon il n'y avait aucun nouveau élément au dossier alors que la petite venait de revenir avec une nouvelle infection vaginale avec capsule vaginale à mettre dans le vagin et que les juges n'étaient pas sanctionnables. La finalité de notre travail d'enquête n'est pas de démontrer la culpabilité des bourreaux d'enfants présumés, bien qu'il n'y ait aucune raison que les évidences sur ce point soient mises de côté. Notre objectif est de démontrer que dans ces affaires, au lieu de rechercher la manifestation de la vérité, l'institution judiciaire agit de façon systématique pour l'interdire. Comme vous l'avez vu, les procédures et mesures judiciaires sont non seulement illicites dans ces affaires, mais surtout de nature criminelle. Les jugements, en matière pénale comme en matière civile, rendus par notre bonne vieille justice, sont prétendus être rendus au nom du peuple. Imposture. Ils sont rendus au nom d'un pouvoir occulte, foncièrement criminel.
La justice française n'en a que le nom. Elle n'a aucune légitimité. Et notre devoir d'humain, au niveau individuel et collectif, est de ne plus accorder le moindre crédit, ni à l'institution prétendue judiciaire française, ni à aucun de ses actes et jugements qu'elle rend, et encore moins à ceux qui prétendent y occuper quelque fonction que ce soit. Il n'est pas admissible de concevoir que la justice fonctionne dans certains cas pour se comporter de façon criminelle dans d'autres. La justice est la justice. Sinon, il ne s'agit que d'une imposture à réformer pour notre salut, pour notre liberté. Cette démonstration était donc au cœur de notre réel projet, naturellement inadmissible pour le tout-puissant lobby pédocriminel que nous dénonçons, qui occupe entre autres la nation française et contrôle totalement son institution judiciaire. Dans ce contexte, vous l'avez compris, ce sont avant tout des quantités impensables d'enfants martyrs qui sont brisés avec leurs parents protecteurs par l'inquisition pédocriminelle. À ce titre, autant que concernant notre propre affaire, les deux étant indissociables, nous précisons que nous n'entendons pas en rester là. Mais que faire en pratique une fois que l'on a bien compris que c'est l'ensemble de l'institution judiciaire d'un pays comme la France qui est impliqué si sérieusement? Nous préparons donc une offensive, une contre-offensive judiciaire au niveau international contre les autorités françaises que nous accusons de crimes contre l'humanité et de haute trahison. Haute trahison. Infraction qui, si Sarkozy a cru nécessaire de la faire supprimer des textes de droit français, existe toujours en droit pénal international. Nous sommes une fois de plus tous deux en première ligne et lançons un appel général afin de rallier à nous toutes les victimes, enfants et parents protecteurs de cette inquisition pédocriminelle pour une offensive historique qui, nous l'espérons, changera la face odieuse de notre société. Cette offensive, nous sommes bien les premiers conscients qu'elle doit intervenir sur un échiquier truqué, probablement aussi au niveau international. Nous comptons donc sur la force de notre détermination collective pour obtenir de la juridiction compétente au niveau international que les criminels et les traîtres à la nation soient condamnés, aussi puissants et nombreux puissent-ils être. Restez donc à l'écoute. Et concernant les victimes de l'inquisition pédocriminelle, une consigne. Mettez-vous en réseau, retrouvez courage et espoir, et surtout, jetez des pierres à tout baveux qui prétendrait venir s'insinuer dans notre projet collectif. En attendant d'avancer concrètement dans cette quête de justice, qui dépend de nous tous, nous bouclons une vidéoconférence plus globale, car il nous reste à reconstituer le contexte général dans lequel s'inscrit cette terreur du lobby pédocriminel. Affaire à suivre donc. Ce grand angle que nous venons de faire sur le contexte dans lequel s'inscrivait notre travail d'enquête vous précise donc le cadre de nos investigations clandestines en Charente-Maritime, juridiction de Saintes en été 2012. Le procureur de Saintes, concerné par celle-ci, avait donc organisé notre mise en inculpation, nous accusant d'un projet imaginaire de crime. Rappelons qu'il s'agit de l'association de malfaiteurs projetant un multiple enlèvement du mineur de moins de 15 ans. Infraction classée crime et punissable de 10 ans de prison, imaginée sur base de nos activités d'enquêteurs clandestins. Pour donner du crédit à sa machination, le procureur Coindot avait donc immédiatement déclenché une campagne de propagande dans la presse. Là, naturellement, il violait sciemment et sans vergogne le si sacré principe de présomption d'innocence qui ne sert en fait qu'à protéger les pédocriminels de toute enquête judiciaire.